21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Le président de la République reçoit le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population et les ambassadeurs du Soudan et de la France dans notre pays. Les deux chambres du Parlement ont tenu des séances plénières consacrées à des questions orales adressées au ministre des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Justice. Signature d'une convention de financement entre notre pays et la France de plus de 300 millions de billets destinés au projet de la gouvernance et des formations professionnelles. Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu aujourd'hui en audience Ouedraogo, représentant du Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP dans notre pays. La rencontre a porté sur les relations de coopération existant entre notre pays et cette institution spécialisée des Nations Unies. Le président de la République a également reçu en audience son Excellence Monsieur Yassine Awad Ismail, ambassadeur du Soudan dans notre pays. La rencontre a porté sur les relations de coopération existant entre les deux pays frères. Le président de la République a par la suite reçu en audience son Excellence Monsieur Hervé Besancenot, ambassadeur de France en Mauritanie. La rencontre a porté sur les relations de coopération existant entre la Mauritanie et la France. L'Assemblée nationale a tenu ce mercredi une séance plénière sous la présidence du député Ahmedou Ould Hamoud, vice-président de cette Chambre, consacrée à deux questions orales, l'une adressée au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation relative à la sécurité dans les centres urbains, surtout à Nouakchott, et l'autre au ministre des Affaires étrangères et de la coopération relative au sort des détenus mauritaniens à Guantanamo. Abdelrahman Hamad. La première partie de cette plénière de l'Assemblée nationale a été consacrée à la réponse d'une question orale adressée par la députée Kadiata Malik Diallo au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ould Boilil. Question portant sur ce que la députée a appelé une dégradation de la situation sécuritaire, interrogeant le ministre sur les dispositions prises par le département pour endiguer ce phénomène. Dans sa réponse, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a précisé que la préservation de la sécurité des personnes et de leurs biens revêt une priorité fondamentale dans les missions du département de l'Intérieur. M. Mohamed Ould Boilil a en outre indiqué que la région a connu depuis quelques années des cas d'insécurité causés par l'apparition des phénomènes du terrorisme et des crimes organisés. Pour faire face à cette situation, a poursuivi le ministre, notre pays a mis en place une stratégie sécuritaire pour préserver la sécurité tant sur le niveau du cadre humain que logistique, précisant que plusieurs départements participent à cette mission. Les députés ont mis en exergue dans leurs interventions l'importance de la préservation de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national pour jeter les bases d'un développement durable. Certains députés ont critiqué la dégradation de la sécurité dans les centres urbains. Selon ce député, ce phénomène est dû à la faiblesse de l'administration. Réagissant à ces interventions, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ould Boilil, a souligné que l'État œuvre pour assurer un climat de sécurité permettant aux citoyens d'exercer librement leurs fonctions conformément à la réglementation en vigueur. Il a indiqué que le plan sécuritaire avait été révisé pour impliquer la gendarmerie et la garde nationale à côté de la police et le groupement général de la sécurité routière. La deuxième partie de cette plénière a été marquée par une interpellation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Hamadi Ould Hamadi. La question a été posée par le député Mohamed Lamine Ould Cheikh et posée sur la situation de détenus mauritaniens dans la prison de Guantanamo et les efforts menés par l'État pour leur libération. M. Hamadi Ould Hamadi a, dans son intervention, précisé que les autorités publiques accordent une importance particulière à la libération de deux Mauritaniens se trouvant dans cette prison, révélant qu'elles avaient posé cette libération officiellement à l'ambassade des États-Unis en Mauritanie en 2010. L'administration américaine avait manifesté son accord, mais le Parlement américain avait refusé en mettant des conditions devant leur réception. Le ministre a ajouté que notre pays avait pris
de nouvelles mesures en février 2013 pour leur libération et qu'elle va continuer ses efforts jusqu'à la réalisation de cet objectif. Dans leurs interventions, les députés ont exhorté les autorités publiques à mobiliser tous les efforts pour libérer nos citoyens détenus à Guantanamo. D'autres ont soulevé plusieurs questions se rapportant au département des Affaires étrangères et de la coopération. Une nouvelle fois, le ministre est intervenu pour préciser que son département continuera son soutien aux députés dans leurs efforts visant à libérer les détenus mauritaniens à Guantanamo. Il a également répondu aux différentes questions soulevées par les députés. Au niveau de la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont assisté à une séance plénière sous la présidence du président du Sénat, Mohamed El Hassan Ould El Hadj. Cette session a été consacrée à la réponse du ministre de la Justice à une question posée par le sénateur Cheikh Mohamed Ould Ghadda relative à l'instrumentalisation de la justice. Retour à Abdelrahman Hamad. L'ordre du jour de cette plénière du Sénat, tenue sous la présidence de son président, M. Mohamed El Hassan Ould El Hadj, a porté sur une question orale adressée au ministre de la Justice par le sénateur de Tevra Zéna, M. Mohamed Ould Ghadda. Question portant sur des accusations d'instrumentalisation de la justice par le ministère de la Justice. Dans sa réponse, Maître Abidi Ould El Khair a précisé que l'indépendance de la justice est garantie par la Constitution, passant en revue les améliorations amorcées récemment dans les secteurs, notamment la construction des palais de justice, des prisons et l'amélioration des conditions de leurs pensionnaires, en plus de l'amélioration des conditions financières des magistrats. Le ministre a ajouté que les magistrats exercent leurs fonctions sans intervention de l'exécutif, faisant remarquer que le gouvernement en place n'a jamais intervenu dans des affaires judiciaires. Les sénateurs ont dans leurs interventions apprécié les réformes accomplies dans le secteur de la justice, mettant en garde contre toute violation de la loi, la lenteur des procédures judiciaires ou encore contre la non-exécution des verdicts établis par des magistrats. Le ministre a par la suite repris la parole pour souligner que la justice connaît actuellement des améliorations sans précédent à travers la formation continue et l'amélioration des conditions de travail. Auparavant, la plénière avait connu le dépôt de 2 projets de loi soumis par le gouvernement. Le premier autorise la ratification de la convention d'investissement relative à la production de l'électricité à travers l'utilisation des gaz signée entre notre pays et la société SPOG. Le second autorise la ratification de la convention générale signée entre notre pays, la société Tazias Mauritanie Limited, la MCM, la SNIM et l'école multidisciplinaire de Montréal. La conférence des présidents du Sénat s'est réunie ce matin sous la présidence de Cheikh Sidina Ali Ould Mohamed Khouna, vice-président du Sénat. Cette rencontre a été consacrée aux 2 projets de loi. Le premier concerne le projet de la production électrique à travers le gaz, signé entre notre pays et la Société de la production électrique à travers le gaz. Quant au deuxième projet est relatif à l'adoption de la Convention générale signée entre notre pays et quelques sociétés nationales des mines et l'École nationale polytechnique de Montréal. Le gouvernement était représenté par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Mohamed Yahya Ould Harma. Toujours dans le cadre des activités du Sénat, la commission chargée des affaires économiques et du plan s'est réunie aujourd'hui sous la présidence de Cheikh Mohamed Mahmoud Ould Hamma Khatal. Cette rencontre a été consacrée à l'étude du projet de loi permettant d'adopter la convention de crédit signée entre notre pays et l'Agence française de développement pour le financement du projet de loi portant construction d'une centrale hybride thermique solaire photovoltaïque à Kifa. Le gouvernement était représenté par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Taleb Ould Abdival. L'ENS, l'École normale supérieure, a abrité aujourd'hui les activités de l'atelier sur les plantes médicinales dans notre pays. La rencontre, qui dure 2 jours, s'inscrit dans le cadre du développement et de la revalorisation de la diversité biologique. Le point avec Cheikh Nachar Saad. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du développement et de la revalorisation de la diversité biologique, un moyen aussi d'appuyer la recherche scientifique dans tous les domaines. Une occasion pour le ministre d'État à l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, M. Ahmed Ould Bahia, d'insister sur l'importance très grande accordée par les pouvoirs publics à la recherche scientifique
à travers l'accès au troisième cycle de l'enseignement supérieur avec le lancement du cycle de master dans la majeure partie des spécialités dans les facultés, en plus de la mise en place de textes organisant la recherche scientifique et la mise en place d'un budget propre à ce secteur. Il a ajouté que cet atelier tire son importance des liens qui existent entre son thème et la vie de l'homme et sa santé, insistant sur l'intérêt des plantes médicinales en tant que source essentielle de médicaments, sans compter leur dimension économique. Prenant en son tour la parole, le représentant de l'Association des médecins traditionnels mauritaniens, M. Ahmed Doulouwa, a mis en exergue l'importance des plantes médicinales dans le traitement et la prévention des maladies. Le représentant de l'OMS en Mauritanie a rassuré sur la disponibilité de son organisme de soutenir les efforts des autorités mauritaniennes pour garantir une meilleure exploitation de ces ressources naturelles. Mesdames, Messieurs, l'OMS a mis à la disposition des praticiens les lignes directrices pour les bonnes pratiques de culture et de récolte des plantes médicinales. Ces lignes directrices doivent permettre aux autorités nationales de garantir une production de phytomédicaments durables, sûrs, de bonne qualité et sans danger pour la population ou l'environnement. Nous comptons ainsi encadrer et accompagner cette industrie qui, selon les estimations, pèse plus de 60 milliards de dollars US, afin d'assurer à la fois l'innocuité et une exploitation rationnelle des ressources naturelles utilisées comme matière première par cette industrie. Après la cérémonie de lancement des travaux de l'atelier, le ministre d'État à l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique et le ministre de la Santé, M. Ahmed Doul Haddamin Ould Jelvoun, ont visité une exposition des plantes médicinales qui existent en Mauritanie. Ils ont à cette occasion écouté des explications qui leur ont été fournies sur des données de base relatives à divers types de plantes, leur nature et leur importance scientifique. Grand titre de ce journal, signature aujourd'hui à Nouakchott d'une convention de financement de plus de 300 millions d'ouïas destinée au projet de la gouvernance et des formations professionnelles de l'Université des sciences de technique et de médecine USTM. Ce financement a pour objectif de structurer et organiser un enseignement scientifique, technologique et de médecine de qualité en mesure de répondre aux défis de développement économique et social de la Mauritanie. Compte rendu, Melika Narli. Cette convention de financement est destinée au financement du projet de la gouvernance et des formations professionnelles de l'Université des sciences de technologie et de médecine. Elle porte sur un montant de 800 000 €, soit l'équivalent d'environ 320 millions de guillards. Ce financement a pour objet de structurer et d'organiser un enseignement scientifique, technologique et de médecine de qualité en mesure de répondre aux défis du développement économique et social de notre pays. Ce projet se déclinera selon 4 volets: appuyer la rénovation de la gouvernance administrative et pédagogique de l'USTM, renforcer l'organisation et la conduite des formations professionnelles scientifiques, renforcer le cursus de la faculté de médecine, incluant la filière de formation spécialiste, la formation continue et la recherche clinique, l'appui à la formation de français dispensée à l'USTM. À cette occasion, le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Louta, a exprimé les remerciements du gouvernement mauritanien pour le niveau et la qualité de l'engagement de la République française auprès de notre pays en vue d'asseoir les bases d'un développement socio-économique durable. M. Sidi Louta a souligné l'importance de cet appui dans le cadre de la stratégie de développement économique global qui requiert la formation de ressources humaines de haut niveau dans le domaine médical et scientifique. En plus de l'enveloppe financière d'un montant de plus de 300 millions de guillards, la mise en œuvre sera également appuyée par des experts et consultants techniques qui seront d'un apport considérable à la nouvelle université, particulièrement en vue d'exécuter le programme national du ministère de l'Éducation nationale et dans le cadre du nouvel campus universitaire qui s'ouvrira en septembre prochain. De son côté, l'ambassadeur de France, son Excellence Hervé Besancenot, a souligné l'excellence de la coopération bilatérale. L'apport de la coopération française à la structuration et au développement de cette jeune université s'inscrit dans la continuité des liens historiques et privilégiés entre la France et la Mauritanie, particulièrement en matière d'appui aux formations de l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Par un décret d'octobre 2012, la Mauritanie a décidé de se doter d'une seconde université
l'Université des sciences, de technologie et de médecine, en complément de l'Université de Nouakchott. Il s'agit sans conteste d'une avancée majeure, signe d'une volonté politique qui vise à promouvoir le cursus de formation de qualité dispensé en langue française et qui est destiné à répondre aux besoins de la société mauritanienne contemporaine. La mise en œuvre pour la partie française sera assurée par un expert technique international, chef du projet FSP, qui assurera dès la rentrée de septembre 2013 la coordination des deux projets FSP en étroite collaboration naturellement avec les autorités universitaires mauritaniennes. Cet appui s'inscrit dans le cadre du programme du Fonds de solidarité prioritaire dont la Mauritanie fait partie en tant que pays bénéficiaire. Ce nouveau projet FSP s'inscrit ainsi au premier rang des priorités en termes de coopération universitaire franco-mauritanienne. Démarrage ce matin à Nouakchott des travaux d'un atelier de sensibilisation sur l'initiative de la transparence des industries extractives dans le but de présenter le rapport de la transparence de l'année 2010-2011. Cette rencontre s'est déroulée sous la supervision du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines et en présence des ministres des Affaires économiques et du Développement, des Finances et du chargé de l'Environnement et du Développement durable. Nous reviendrons sur ce sujet avant la fin de ce journal, Inch'Allah. Le comité interministériel chargé du projet d'aménagement périurbain de Nouakchott, situé au PK 17, sur l'axe de Rosso, a effectué ce mercredi une visite de terrain pour s'informer de l'état d'avancement des travaux. Sur place, le coordinateur du projet, M. Tandia Moussa, a présenté au comité des explications détaillées ayant porté sur le degré d'avancement des travaux sur le site à tous les niveaux et dans toutes ses composantes réalisées sur 310 hectares, dont 280 hectares pour le maraîchage. Moussa Ndiaye. Ce projet de l'assainissement, du développement rural, de l'environnement et de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Pour s'informer sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des activités des différentes composantes comprenant 310 hectares, dont 280 pour le maraîchage, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a dit: ce projet est très important, très structurant pour Nouakchott et pour notre pays. Vous avez un volet maraîcher, un volet donc agricole, vous avez un volet avicole et même un volet d'élevage de dromadaires, en plus de la station forestière. Ce projet a pris un peu de retard. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour vérifier, pour constater par nous-mêmes que l'ensemble des composantes sont en branle. Aujourd'hui, on a constaté que l'ensemble de l'équipement, effectivement, a été livré sur place et les travaux ont commencé pour son installation. Le projet d'aménagement périurbain de Nouakchott comprend 11 secteurs et 4500 parcelles de terrain d'une superficie unitaire de 625 m². Le nombre d'agriculteurs déjà recensés est de 4200 maraîchers répartis sur 1770 coopératives au niveau de Nouakchott. Ce qui reste, en principe, nous l'évaluons dans un délai maximal de 2 mois, Inch'Allah, pour que l'ensemble de ce projet soit finalisé et que nous puissions par la suite offrir les opportunités à l'ensemble des maraîchers qui sont autour de la ville de Nouakchott pour pouvoir se redéployer dans un environnement plus adéquat d'abord par rapport à leur activité, plus adéquat par rapport à la notion de l'urbanisme, plus adéquat par rapport à l'environnement. Je n'ai aucun doute sur le fait que, comme les autres projets qui ont été menés par ces départements ici, que ce sera un exemple, un modèle à suivre pour donner un coup de fouet à l'agriculture, au secteur maraîcher, au secteur avicole dans notre pays, avec toujours la notion de développement durable assurée par le département de l'environnement. Il est à noter que ce projet d'aménagement périurbain de Nouakchott est situé au PK 17 sur l'axe de Rosso, où le coordinateur du projet, M. Tandia Moussa, a présenté au comité interministériel chargé du projet des explications détaillées sur les sites et à tous les niveaux.
Les examens du diplôme du brevet de fin d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire ont débuté ce matin dans 191 centres du pays. Ces centres accueillent plus de 35 000 candidats et à cette occasion, le ministre délégué auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale chargé de l'enseignement secondaire, accompagné du Wali de Nouakchott, ont visité quelques centres d'examen. Compte rendu, Cheikh Nasser Saadbou. Cette visite du ministre délégué auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale chargé de l'enseignement secondaire au centre d'examen dans le collège 1 de Tayarit et le collège 5 de Dar Naïm revêt une importance particulière. Il s'agit de s'informer sur le déroulement des examens du diplôme du brevet de fin d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire. Monsieur Omaroul Ma'talla a écouté des explications présentées par les présidents des centres visités sur la méthodologie suivie en matière de surveillance. Ces derniers ont souligné que les épreuves ont été distribuées à temps et en présence des superviseurs et des candidats. En réplique, le ministre chargé de l'enseignement secondaire a insisté sur l'importance que revêtent ces examens qui séparent deux cycles de l'enseignement secondaire et aident les élèves qui abandonnent les cours à acquérir des compétences leur permettant d'accéder au marché du travail. Il a affirmé que le ministère a tenu à l'application du plan arrêté au préalable par le département et qui a permis de mobiliser les moyens matériels et humains nécessaires et d'apporter certaines améliorations fondamentales au niveau des différentes étapes des 10 examens dans le but de voir ces derniers se dérouler dans de bonnes conditions. Le ministre a souligné que l'année scolaire qui vient de prendre fin a été marquée par le sérieux et la persévérance, permettant ainsi de terminer les programmes scolaires à temps opportun. Il a remercié les responsables des établissements secondaires pour les sacrifices consentis et les efforts déployés pour améliorer le niveau des élèves. Le président du Bureau national des associations des parents d'élèves et des étudiants a quant à lui indiqué que ces examens se sont déroulés dans d'excellentes conditions, selon les informations parvenues des représentants des associations des parents d'élèves dans les différents coins du pays, soulignant que l'année scolaire qui vient de prendre fin a été marquée par le calme et la quiétude. Il a enfin remercié le département de l'Éducation nationale pour sa coordination avec les associations des parents d'élèves. À noter que le nombre de centres est de 191 centres cette année, dont 47 à Nouakchott. Ces centres accueillent 35 202 candidats, dont 52,36% sont des filles. Les candidats issus de l'enseignement public représentent 42,36%, alors que ceux de l'enseignement privé totalisent 24,90%. Le pourcentage des candidats libres a atteint quant à lui 32,74%. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a exprimé la solidarité de son département avec la publication Biladi suite aux actes de vandalisme dont elle a fait l'objet, exprimant à cet effet la volonté du département de la communication de protéger les médias privés pour préserver la liberté de la presse. Coup d'envoi ce matin d'un atelier de validation d'une étude relative à la révision du cadre juridique de la formation continue des fonctionnaires et agents de l'État. Cet atelier est organisé par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration. Récit de Salm Jboursel. L'étude soumise à l'appréciation et à la validation à la faveur de cette rencontre vise à harmoniser les différents paramètres du cadre juridique de formation des fonctionnaires et agents de l'État. Parmi les objectifs visés de la réforme, l'amélioration de la compétence et expertise des fonctionnaires et auxiliaires contractuels de l'État. L'approche vise notamment à permettre aux fonctionnaires d'accéder par le biais de redéploiement ou de la mobilité à des emplois exigeant une nouvelle qualification ou d'exercer des activités professionnelles différentes. Le document inspiré de l'évolution des cycles de formation en ressources humaines fait ressortir l'importance de la formation à distance et l'usage des technologies de l'information et de la communication dans ce domaine en vue de préparer les cadres de l'État à l'exercice des fonctions
pour maîtriser les notions et techniques d'encadrement, de gestion et d'orientation au sein de l'administration publique. Les enjeux de l'étude et la nécessité de sa mise en œuvre ont été soulignés à la cérémonie d'ouverture par le secrétaire général du ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Mohamed Ouelchirif Ahmed. Ouverture ce matin à Nouakchott d'un atelier de restitution de la validation technique du rapport sur la gouvernance foncière en Mauritanie. Cette rencontre vise à permettre aux différents acteurs concernés par ce dossier de partager leur expérience en vue de trouver les voies et moyens pour renforcer le développement durable dans notre pays. Moussa Ndiaye. Dans le but de trouver des solutions durables aux différents problèmes posés au secteur foncier en Mauritanie, cet atelier de restitution et de validation technique des rapports sur la gouvernance foncière dans notre pays vient apporter quelques solutions au moment où on note que la bonne gouvernance foncière est liée au développement durable. C'est dans ces cadres que M. Hassan Naoul Boukhraïs, directeur général des domaines et du patrimoine de l'État, a précisé que cette rencontre ne fait qu'accompagner les efforts des pouvoirs publics visant à faire associer tous les acteurs concernés par ces dossiers afin que les uns et les autres puissent prendre toutes les dispositions pour la réussite du programme national lié à l'habitat et à l'urbanisme. Aujourd'hui, la gouvernance foncière interpelle tous les acteurs, notamment le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et la société civile pour renforcer le développement durable. La Banque mondiale, dans le cadre d'un partenariat avec la FAO, l'ONU Habitat, le FIDA, l'IFPRI, l'Union africaine et des agences bilatérales, avaient élaboré en 2011 un outil appelé Cadre d'analyse de la gouvernance foncière, CAGF. Le CAGF est un outil de diagnostic pour aider à évaluer à temps réel le cadre juridique, les politiques ainsi que les pratiques en matière de gouvernance des terres. Ce cadre d'analyse, qui est un impératif de développement, s'appuie sur le savoir-faire local et sur les données existantes. Il contribue à accroître l'engagement des partenaires dans le secteur foncier. Au programme de cet atelier de restitution et de validation technique des rapports sur la gouvernance foncière en Mauritanie, plusieurs thèmes et exposés seront présentés par les différents experts de l'atelier venus pour apporter leur savoir-faire. Dans le cadre des activités des partis politiques, la section numéro 1 de l'Union pour la République au niveau de la wilaya de Dakhlet Mouadibou a organisé hier un colloque sous le thème « Bilan et perspectives du programme du président de la République, Mohamed El Abdelaziz ». Au cours de ce colloque, il a été question de mettre l'accent sur les réalisations qu'a connues notre pays dans différents domaines, notamment en ce qui concerne le secteur de l'habitat à Nouadhibou. D'autres ont passé en revue les grandes réformes qu'a connues le secteur de l'industrie et des mines, des pêches, du développement rural et autres départements ministériels. Prenant la parole à cette occasion, la secrétaire fédérale du Parti de l'Union pour la République de Dakhlet Mouadhibou n'a pas manqué de souligner que toutes ces réalisations ne font que confirmer la volonté des pouvoirs publics visant à améliorer les conditions de vie des populations. Actualité internationale à présent, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a recommandé de renforcer les capacités d'autodéfense des casques bleus déployés sur le Golan en but aux retombées du conflit syrien dans un rapport adressé mercredi au Conseil de sécurité. M. Ban recommande aussi de porter l'effectif de la force de l'ONU pour le désengagement sur le Golan à 1250 hommes, soit le maximum autorisé par les résolutions du Conseil. La force compte aujourd'hui 900 observateurs venus de 3 pays, Autriche, Inde, Philippines, et équipés seulement d'armes de poing. Selon des diplomates, M. Ban Ki-moon ne demande pas de les armer plus lourdement, mais de leur fournir de meilleurs équipements de protection comme des véhicules blindés et des gilets
par balle. L'ex-président sud-africain Nelson Mandela réagit mieux au traitement qu'il reçoit depuis son hospitalisation samedi pour une pneumonie, a annoncé aujourd'hui le président Jacob Zuma devant le Parlement, donnant pour la première fois depuis 5 jours une indication positive sur la santé du héros de la lutte contre l'apartheid, âgé de 94 ans. Il s'agit de la première bonne nouvelle depuis l'hospitalisation du héros national. Samedi matin, les autorités sud-africaines répétaient jusqu'à présent que l'état de Nelson Mandela, qualifié de grave et même de très grave par M. Zuma, restait stationnaire. Pendant ce temps, des dizaines de journalistes du monde entier ont commencé à affluer au village d'enfance de Nelson Mandela pour essayer de recueillir des témoignages sur la vie du héros sud-africain. En Turquie, le Premier ministre a tenté aujourd'hui de désamorcer la fronde qui vise son gouvernement depuis 2 semaines en évoquant l'idée d'un référendum sur le projet d'aménagement de la place Taksim d'Istanbul à l'origine des manifestations. Au lendemain de l'intervention de la police sur cette place, le chef du gouvernement s'est longuement entretenu avec des représentants de la contestation devant lesquels il a prudemment avancé l'idée de consulter la population de la mégalopole turque avec l'espoir qu'elle accélère la fin du mouvement. Nous pourrions soumettre cette question à un vote populaire à Istanbul. En démocratie, seule la volonté du peuple compte, a déclaré à la presse le vice-premier ministre au terme de la réunion. Je reviens sur la nouvelle de tout à l'heure. Démarrage ce matin à Nouakchott des travaux d'un atelier de sensibilisation sur l'initiative de transparence des industries extractives dont le but de présenter le rapport de la transparence de l'année 2010-2011. Cette rencontre s'est déroulée sous la supervision du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, en présence des ministres des Affaires économiques et du Développement, des Finances et du chargé de l'Environnement et du Développement durable, Melika Narli. Ce colloque qui regroupe les représentants des parties prenantes à l'initiative de transparence des industries extractives témoigne de l'intérêt porté par le gouvernement mauritanien à ce processus. Cette initiative globale, au cœur de laquelle se positionne la Mauritanie, est mise en œuvre dans 39 pays et bénéficie d'une attention particulière des partenaires au développement. Tout récemment, la Grande-Bretagne et la France ont manifesté leur intérêt à cette initiative, démontrant ainsi l'importance grandissante de cette initiative. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, M. Talib Abdilval, a salué cette initiative. Ce colloque témoigne de l'intérêt porté à ce processus de la transparence dans les industries extractives par notre pays et à la suite de la publication du rapport 2010-2011 portant sur les revenus des industries extractives perçus par l'État public et qui permet à la Mauritanie de se placer au cœur de cette initiative globale. La Mauritanie fait ainsi partie d'un groupe exclusif de 23 pays jugés conformes aux exigences à l'initiative de transparence des industries extractives. De son côté, M. Thiam Mortar a salué les performances de la Mauritanie qui lui ont permis ainsi de faire partie du groupe exclusif de 23 pays en la matière. Il a déclaré que la Mauritanie fait partie du groupe exclusif de 23 pays jugés conformes aux exigences à l'initiative de transparence des industries extractives. La réussite de la mise en œuvre à l'initiative de transparence des industries extractives dépend ainsi de plusieurs facteurs clés, au nombre desquels la forte implication des 3 parties prenantes à l'initiative que sont le gouvernement, le secteur privé et les organisations de la société civile. C'est ainsi que M. Thiam Mortar félicite le Comité national à l'initiative de transparence des industries extractives pour l'achèvement de la publication du rapport 2010-2011 portant sur les revenus des industries extractives perçus par l'État public et permettant à la Mauritanie de se placer ainsi au cœur de cette initiative globale. De son côté, la représentante de la coopération allemande a mis l'accent sur l'excellence de la coopération bilatérale entre notre pays et la République fédérale d'Allemagne et elle a souligné que son pays intervient particulièrement dans 2 domaines prioritaires. Ainsi donc prend fin ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Le président de la République reçoit le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population et les ambassadeurs du Soudan.
et de la France dans notre pays. Les deux chambres du Parlement ont tenu des séances plénières consacrées à des questions orales adressées au ministre des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Justice. Signature d'une convention de financement entre notre pays et la France de plus de 300 millions de billets destinés au projet de la gouvernance et des formations professionnelles. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain. Bihaoulillah.